Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi de Sport 10, l'actualité sportive du département avec Séverine Méridan. Ce sera tout de suite après la coupure pub de 19, mais pour l'instant place à l'actu. Nous sommes le vendredi 12 novembre 2020 et on débute avec ce point presse du procureur de la République. Deux affaires étaient à l'ordre du jour, à savoir l'assassinat d'un jeune homme à Mortenol, Pointe-à-Pitre et le démantèlement d'un réseau de proxénètes à Grand-Bay. On écoute Patrick Desjardins au micro d'Olivier Félix. Un réseau, on va appeler ça comme ça, de prostitution et surtout de proxénétisme a effectivement été démantelé par l'action de la direction zonale de la police judiciaire, donc une opération de police d'envergure qui a eu lieu en début de semaine, plus de 80 fonctionnaires impliqués, avec comme objectif 4 personnes dont il était avéré qu'elles étaient les proxénètes de plusieurs prostituées, la plupart d'origine dominicaine de Saint-Domingue, des individus guadeloupéens, eux, qui profitaient largement des produits de la prostitution en faisant payer les prostituées qui travaillaient dans leur bar et à proximité de leur domicile. S'agissant de ce deuxième dossier sur lequel effectivement on peut communiquer aujourd'hui, il s'agit de l'homicide qui a eu lieu mardi dernier à Mortenol, dans le quartier de Pointe-à-Pitre, à l'occasion duquel une personne a été abattue à l'intérieur de son véhicule. Je peux vous confirmer aujourd'hui que la personne qui avait été interpellée dans les secondes qui ont suivi ces faits, puisqu'une personne avait été interpellée alors qu'elle prenait la fuite, elle était torse nu, manifestement elle s'éloignait le plus rapidement possible de la zone de crime, et bien cette personne qui avait été interpellée grâce à l'intervention très rapide des services de police a été placée en garde à vue et a reconnu être l'auteur des faits, l'auteur du coup de feu. Elle a expliqué, cette personne, qu'en réalité, il s'agit d'un échange de coups de feu, ce qui est confirmé par les constatations, puisque les 2 véhicules qui ont été retrouvés sur place avaient subi des impacts de balles chacun, ce qui semble confirmer l'hypothèse d'un échange de tirs. Et ce qui apparaît également, c'est qu'on a retrouvé un très grand nombre de douilles, ce qui semble indiquer qu'il y a eu cet échange de coups de feu de 2 armes différentes. Voilà. Donc la personne a été présentée hier à un juge d'instruction, mise en examen pour meurtre par le juge d'instruction et placée en détention provisoire par le juge des libertés de la détention, ce qui signifie que l'information judiciaire va se poursuivre avec une personne en détention et qu'on va essayer de déterminer précisément les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits. Un assassinat finalement sous fond de dette d'argent. Fermement opposés à l'obligation vaccinale, les syndicats de Guadeloupe s'apprêtent à partir en guerre. À l'heure où la question des effets secondaires liés au vaccin devient de plus en plus prégnante, ils appellent à la mobilisation générale et au blocage de tout le pays à partir du 15 novembre, donc lundi. Regardez. Alors, depuis le mois de septembre, travaillais dans le secteur à la santé, médico-social, et voire plus. Commencer à recevoir courrier de mise en demeure et courrier de suspension. Ça veut dire que depuis le mois de septembre, l'État français décidait d'ouvrir les hostilités. Et à partir du 15, ça veut dire à partir des semaines prochaines, c'est tous les autres travailleurs qui peuvent recevoir courrier à eux, qui peuvent recevoir pour dire comme ça que ils ne peuvent pas travailler encore dans l'établissement. C'est aussi tous les infirmiers, tous les médecins qui peuvent recevoir interdiction de travail. Ça veut dire, camarades, qu'à partir de lundi, l'État français qui déjà parlé de guerre, il a déclaré nous la guerre. Situation là catastrophique, situation là grave. Alors nous décidons d'organiser tout soldats en nous, mais d'organiser aussi matériel en nous, moyens en nous, et tout ça que nous avons besoin pour la guerre là ça. Et c'est pour ça, à partir de samedi, nous qui en la rue là, travailleurs, familles, amis, chômeurs, tout Guadeloupéen qui en la rue là depuis samedi.
Et à partir de lundi, eh ben, la guerre est déclarée. Et nous avons dit à partir de lundi. Parce que nous avons des dates pour certains secteurs, mais tout travail qu'a organisé pour faire en sorte qu'il n'y ait pas qu'à fonctionner dans le pays là ça. Pas ni pour activité, il faut nous organiser nous pour qu'à partir de lundi, rien pas fonctionner. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tous les jours, d'avoir cette situation-là catastrophique. Et là, nous avons dit que nous avons tué nous, c'est Guadeloupéens qui ont constaté effectivement, midi en midi, à travers les fermetures de services complets, à travers les fermetures d'établissements que vous avez fait, que vous ne pouvez pas soigner. C'est les gens qui sont morts à Kazayo, qu'on y a fait actuellement. Mais situation là qui est de plus en plus catastrophique. Alors nous pas mis le choix. Nous pas mis le choix que de mettre nous ensemble, toutes les catégories socio-professionnelles, tous les Guadeloupéens, à partir de lundi que nous deux camps. Quand à l'État français qui décidait de tuer nous et de tuer tous les opposants à ça, ils veulent mettre en place, et l'autre camp là qui a protégé le pays là et qui a fait en sorte que nous libres dans le pays en nous. Et au-delà de cette crise sociale qui se profile à l'horizon, un horizon assez proche d'ailleurs, notez aussi qu'une crise économique nous guette. Les spécialistes parlaient effectivement d'une inflation qui devrait atteindre les 6% d'ici la fin de l'année. Et bien là, on est en train de rectifier un peu les chiffres et on évoque du 20 à 40% d'inflation possible effectivement pour cette fin d'année. Et on se rend sur le BIC à Résistance dans le parking du CHU de Pointe-à-Pitre où les agents préparent la contre-attaque juridique pour annuler les suspensions. Regardez. Nous créons un BIC à résistance, un BIC à solidarité, un BIC à conscience, mais un BIC également de renforcement collectif et individuel. Parce que par rapport à la violence, à la décision que nous prenons en compte des centaines d'agents du CHU, des centaines d'agents de l'offre de soins en Guadeloupe, des centaines de pompiers, nous décidons de résister, nous décidons de défendre en nous, défendre la liberté en nous et contester donc toute pression, intimidation, harcèlement qu'on avait contre nous. Il faut un point justement pour permettre aux agents de savoir comment faire pour ceux qui ont des traites, ceux qui ont des prélèvements, comment faire juridiquement pour peut-être repousser ou bien ne pas avoir d'agio, des choses comme ça. Enfin, comment négocier avec leurs banquiers cette problématique. Alors pourquoi c'est important qu'elle fasse venir aussi une explication de par l'encadre travail là, comment on travaille dans nos banques, et que nous savons que la plupart des camarades qui suspendent, derrière suspension à ça, nous c'est une obligation. Nous c'est un engagement qu'ils ne peuvent pas répondre parce qu'effectivement ils n'ont pas ni salaire. Donc c'était pour dire ça qu'en fonction des situations qu'il y a là, important quand même qu'ils rapprochent quand même des conseillers, rapprochent quand même des établissements pour faire part des difficultés parce qu'en fonction des engagements qu'ils ont, qui sont pour les prêts personnels comme pour les prêts immobiliers, ni quand même des dispositifs qui prévoient à nos contrats là. Donc c'est important qu'ils gardent, qu'ils voient et qu'ils n'y en entretien justement très rapidement avec justement conseiller pour voir qui manière justement ils ont fait jouer ces clauses qui a dans l'offre de prêt là qu'ils ont signé là. Donc pour rassurer pour dire ça que finalement des solutions qui au moins temporaires qu'ils peuvent utiliser, pas paix, mais c'est important au préalable qu'ils soient vraiment en contact avec conseiller bancaire ou directeur d'agence. C'est très important de répondre à ces questions parce que beaucoup d'agents s'interrogent comment ils vont faire, d'autant plus qu'ils sont entre deux. Il y en a qui résistent parce qu'ils ne veulent pas se faire vacciner. Il y en a qui concluent à aller se faire vacciner parce qu'ils ont ces problèmes. Tout le monde a des problèmes financiers, tout le monde a des choses à payer, a des choses à régler. Et donc, faire ce point aussi permettra de les rassurer aussi par rapport à tout ça. Retour sur la réunion de crise sur l'eau à Gourbert. Voilà plusieurs semaines maintenant que les administrés sont privés de cette ressource vitale. Les tours d'eau ne sont visiblement même pas opérationnels pour tous. Une situation invivable pour les habitants malgré les explications du SMEGAG. Vous savez, le nouveau syndicat mixte de gestion de l'eau qui ne sait plus où donner de la tête. Regardez. Ça a été très important pour nous, la réunion avec la municipalité de Gourbert,
car il y a un certain nombre de problèmes qui sont remontés par la population. Et la population, c'est vrai, elle attend de l'eau dans les robinets. Mais il faut savoir qu'à Gourbert, il y avait de très très nombreuses fuites qui ont été répertoriées. Et en plus des fuites, nous avons des structures qui doivent être renouvelées, 14 structures sur 26. Et il faut savoir que ces structures-là n'avaient pas eu de maintenance depuis de très très nombreuses années. Donc, des études, des expertises sont en cours actuellement au niveau du SMGEAG pour pouvoir voir quelles sont les priorités à mettre en œuvre au niveau du budget 2022. 42 points de fuite sur le territoire de Gourbert ont été relevés et les réparations ont été engagées depuis le mois de septembre sur Gourbert. Et nous voyons des réalisations. J'y étais encore ce matin à Champfleury. On voit les réparations ont été faites, mais qui continuent sur tout le territoire. Bisdari, pas Bisdari, le Galéen également. Mais les coupures d'eau ne sont pas liées, je dirais, au réseau défectueux et abîmé aujourd'hui, mais c'est surtout à la faible production qui est liée aussi à une pluviométrie déficitaire. Et ce qui fait que les réservoirs aujourd'hui sont quasiment à vide. C'est donc la difficulté de résoudre rapidement. Et on ne peut compter que sur la nature avec l'appui pour remplir les réseaux. Les solutions actuellement, ce sont les fuites. Nous avons un certain nombre de fuites qui sont réparées actuellement, mais aussi au niveau des captages pour pouvoir améliorer les captages. La ressource, elle est là, mais il faut améliorer les captages et les structures qui peuvent être remaniées, c'est-à-dire réactualisées sans avoir à les changer, travailler le plus rapidement possible sur ces structures. Aussi citoyens administrés de Gourbert, j'ai ces mêmes coupures d'eau, même les quartiers qui ne faisaient pas l'objet de coupures d'eau, ils sont dans cette liste. Et nous faisons le nécessaire en disant aux citoyens de Gourbert de patienter, que les taux d'eau vont arriver progressivement dans les quartiers au fur et à mesure qu'on ait une pluviométrie plus ou moins raisonnable. Et c'est cela. Donc on tient le langage de la vérité. Alors on va reprendre, non tenir la fonction pour voir si le son sort bien. Léon Alain, administrateur au SMGEAG. Alors aujourd'hui, est-ce que c'était très important? Un reportage signé Charlie Dagonia. Et on enchaîne avec la première édition du prix Boris Carène, sa présentation tout du moins, une nouvelle compétition pour créer du lien et faciliter l'intégration des jeunes à travers cette discipline. Le reportage. Donc c'est vrai que nous arrivons en fin de course au niveau du calendrier régional, mais l'idée est tout autre. L'idée n'est pas de purement, on va dire, à caractère sportif où on cherche à avoir des résultats, mais on va dire plus social. Intégrer les jeunes à la société, leur permettre de pouvoir pratiquer une activité physique et sportive et concourir entre eux, donc rapprocher les liens sociaux. On est dans cette continuité au niveau, par rapport au comité régional cyclisme de Guadeloupe. Donc voilà, c'est tout à fait normal qu'on a insisté pour pouvoir organiser cette compétition à la fin du mois de novembre et on espère pouvoir replacer pour le calendrier 2022. Au comité régional de cyclisme des îles de Guadeloupe, nous avons tenu aussi à jouer notre rôle de facilitateur pour que cette compétition ait lieu dans des conditions particulières. Et bien sûr, nous allons tout faire pour l'accompagner, pour que cette compétition puisse durer dans le calendrier régional, qui sait, comme il le souhaite, pourquoi pas fédéral. Le comité que je préside sera à ses côtés et bien sûr toute notre équipe. Il a mis l'accent sur la sécurité routière, donc on lance un appel à la population, aux passionnés de la Petite Reine, qui a une course de vélo et qui a des hommes qui sont sur un vélo qui roulent. Et il faut respecter bien sûr le code de la route. Un champion tel que Boris mérite un accompagnement et la ville des Avines s'est investie à ses côtés pour que cette compétition soit tout d'abord sécurisée parce que
Il a tout mis en place lui, mais nous, on l'a accompagné pour que cette manifestation soit une réussite, notamment dans l'organisation que vous êtes en train de voir ce soir. Sur 4 jours, avec un jour spécial où il y aura 2 tronçons, se déroule sur l'ensemble du territoire Guadeloupe, avec une équipe invitée. Il devait y avoir d'autres équipes invitées, mais la deuxième, justement, a eu un souci au niveau d'une connexion en Sud-Amérique, donc ne pouvait pas venir. Mais voilà, l'idée c'est de pouvoir, avec le Ploto Guadeloupe et surtout cette équipe invitée, montrer ce qu'on essaye de faire et permettre à ces jeunes-là de pouvoir juger leur niveau en fin de parcours pour mieux se préparer pour le début de la saison et les autres années qui arrivent. Et l'enseigne de fast-food McDonald's est partenaire de l'ASC Carac. Une fierté pour l'entreprise qui suit les performances locales en cyclisme. Le reportage. C'est un accompagnement, c'est un partenariat parce que nous, c'est encore une fois pour nous, le plus important c'est le sport. Le plus important pour nous c'est le sport. Encore une fois, être présent au niveau de cette jeunesse-là. Donc il n'y a pas de coût. Ce n'est pas une affaire financière, c'est une affaire d'accompagnement. C'est être présent aux côtés de nos communautés, aux côtés de la communauté abinienne en ce qui concerne Carac. Donc il n'y a pas de coût. Mais c'est vrai qu'on accompagne l'équipe au niveau, je dirais, de ses tenues, au niveau de tout. Parce que vous savez, une équipe de cyclisme, pour pouvoir être autour de la Guadeloupe, pour pouvoir être présente autour de Marie-Galante, toutes les compétitions qu'elle a, c'est un coup pour elle et on est là pour accompagner tant qu'on peut. Et je crois que c'est notre 3e année avec le club. Nous allons réitérer ce partenariat parce qu'on voit qu'il y a des résultats. C'est, je crois, l'une des meilleures équipes guadeloupéennes au niveau du Tour de la Guadeloupe. On sort 11e avec notre premier cycliste et on sort 2e au niveau du Tour, 3e au niveau du Tour de Marie-Galante. Donc, il y a des résultats, l'équipe se bat, le staff de l'équipe se bat et on continue à accompagner cette équipe de Carac. Et on part maintenant pour l'arrivée de la Mini Transat à Saint-François, un format de course et de traversée qui est formatrice, sans assistance et sans communication, un peu à l'ancienne, vous le savez. Regardez. Saint-François s'inscrit directement dans la croissance bleue. Saint-François s'inscrit directement dans le nautisme. Cela veut dire tout simplement que nous avons besoin de cette activité nautique qui peut générer non seulement les loisirs, mais également beaucoup de métiers de la mer. Et nous ne pouvons pas ne pas profiter de cette compétition internationale pour être cette belle vitrine du nautisme de la Guadeloupe que constitue Saint-François. C'est une très vieille course, la Mini Transat, ça date d'avant la Route du Rhum, d'avant le Vendée Globe. C'est une course initiatique, c'est une course sur des petits bateaux où on navigue sans assistance, sans moyen de communication avec la Terre. C'est super formateur et c'est ouvert à un public très hétéroclite puisqu'on a les plus jeunes ont 18 ans et les plus anciens à quasiment 70 ans. Il est clair qu'il faut promouvoir la destination Guadeloupe, d'autant plus que nous sommes en pleine crise du Covid et que la Guadeloupe pendant 2 ans est restée sous cloche, comme on peut dire. Et par conséquent, l'arrivée d'une Mini Transat en Guadeloupe, ça permet déjà à des personnes extérieures de venir ici. Ça permet donc de donner un coup de booster aux touristes et à l'économie touristique du moins. Et par conséquent, c'est de la valeur ajoutée pour le pays. Il faut avoir aussi les bateaux dans un projet. Lorsque le Saint-François est revenu en quelque sorte, est venu à l'ordre du jour, la Guadeloupe est revenue par l'intermédiaire de Saint-François à l'ordre du jour pour recevoir la Mini Transat qui, je vous le rappelle, était au Marin en Martinique. Immédiatement après, il y a eu le Covid, il y a eu le confinement. Donc pour construire un projet comme ça dans ces conditions, c'est extrêmement difficile. Alors c'est 90 participants, ça c'est un record. Il y a 14 nationalités différentes, c'est encore un record. Il y a 4 continents qui sont représentés, c'est encore un record. Donc c'est une édition de tous les records. Il y a malheureusement 6 concurrents qui ont dû abandonner déjà parce que ça reste une course, c'est compliqué. C'est traverser l'Atlantique sur des petites coques de noix, c'est pas facile. La deuxième étape a été compliquée au départ parce que les alizés n'étaient pas établis, donc ils ont mis beaucoup de temps. Et donc là maintenant, depuis quelques jours, les alizés sont bien établis et on attend le premier demain en fin de matinée ici à Saint-François dans la Passe Champagne.
Et on enchaîne maintenant avec la célébration de l'armistice du côté de la ville des Abîmes. Le maire des Abîmes, il tient à ce qu'un hommage soit porté aux anciens combattants, ceux du mois de novembre, mais ceux aussi qui sont tombés et que l'on commémore le 8 mai 1945. Tout aussi bien, nous commémorons l'abolition de l'esclavage. Donc tous ceux qui sont tombés pour leur courage, eh bien, nous commémorons leurs souvenirs. Le devoir de mémoire est une priorité pour nous aux Abîmes et essentiellement pour le maire de la ville des Abîmes, Éric Jacques. C'est une façon de commémorer nos anciens qui ont disparu, qui sont morts pour la France, qui sont morts au combat. Et vous pouvez même apercevoir d'ailleurs au monument mort, au fronton du monument mort, plusieurs abîmiers qui ont laissé leur vie durant cette guerre, qui a été effroyable. Il faut compter au moins 12 000 morts. C'est-à-dire que les anciens combattants, M. Frantz Fanon notamment, ils sont fidèles à cette commémoration. Et malgré la pluie, malgré la crise sanitaire, nous prenons bien entendu les mesures d'usage, le masque, le gel et tout ce qui convient pour que tout le monde soit en sécurité. Nous ne sommes pas entassés. Et malgré la pluie, nous avons quand même tenu à rendre hommage à ceux qui sont tombés pour la France et aussi pour la Guadeloupe. Un reportage signé Olivier Moradel. Et on enchaîne avec les célébrations dans les villes de Gourbert et de Petit-Bourg. Cette mémoire de la guerre, mais au-delà de la guerre, c'est la paix avec beaucoup de blessés, beaucoup de morts, mais aussi l'installation aussi de la démocratie qui a été provisoire parce qu'on a eu une deuxième guerre mondiale, mais nous avons tiré la leçon de l'histoire, tout se relie et on a voulu commémorer ce moment pour montrer le sacrifice de nos aînés pour nous et qui nous a apporté toutes ces valeurs et défendre les valeurs de la République. Malheureusement, il y en a eu d'autres après. La Deuxième Guerre mondiale a fait également énormément de victimes, 100 millions de combattants, 62 millions de victimes. Donc c'est important pour la jeunesse de savoir ce qui s'est passé, de commémorer le souvenir de ces soldats qui sont tombés, de ces hommes et de ces femmes. Chez nous, on a eu des dissidents qui ont participé à ces conflits. Sur le monument aux morts de la ville de Gourbert, 29 noms, et on voit souvent que ce sont des familles, les mêmes noms qui reviennent, donc des familles qui ont été décimées, mais qui se sont sacrifiées pour la mère patrie. Cette commémoration s'impose à Gourbert et on a voulu donner plus d'éclat qui existait avant, mais donner plus d'éclat et on remercie les militaires qui sont là, qui nous apportent aussi, qui portent aussi cette mémoire, parce que c'est les premiers concernés sur les champs de guerre. Donc ça montre que Gourbert, au même rythme que Basse-Terre, que les Abîmes, que Pointe-à-Pitre, que d'autres villes de la Guadeloupe a cet esprit de perpétuer cette commémoration et d'autres personnes se joignent à nous, la population, mais aussi les autorités militaires et nous nous en réjouissons. Nous nous faisons un devoir chaque année, depuis déjà 14 ans, un devoir d'honorer ceux qui se sont sacrifiés, ceux qui ont cru bon de se sacrifier pour notre territoire, pour des valeurs. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 100 ans de ces événements et c'est pour cela que nous associons des enfants, parce que nous croyons qu'il est bon que malgré le fait que ces événements ont eu lieu à plus de 8000 km d'ici, aujourd'hui, il y a pratiquement plus d'anciens combattants. Et la preuve, le dernier des poilus est parti aujourd'hui, donc il a été honoré par le président de la République, c'est M. Hubert Germain. Donc ce matin, il a été honoré sous l'Arc de Triomphe et son corps sera déposé au Mont Valérien, je dirais, place des grands combattants de la France. Mais c'est une histoire qui est aussi la nôtre, parce que des enfants de Petit-Bourg, des jeunes de Petit-Bourg y ont participé. Certains sont revenus, d'autres sont morts. Et ils croyaient en une valeur patriotique. Et nous croyons que nous leur devons le respect pour tout cela.
Et c'est pour cela que nous sommes une nouvelle fois ici sur cette place. Des images signées Moïse Dexter. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient lundi à 18h30. Lundi qui sera le début des hostilités, en tout cas pour les syndicats. La plupart des suspensions prendront effet à partir du 15 novembre, donc ils passeront à l'offensive. Des blocages sont à prévoir un peu partout sur le département. Notez également qu'au vu des chiffres et de la situation épidémiologique qui est très stable ici en Guadeloupe, depuis au moins 3 semaines, on oscille aux alentours de 1,3% de taux de positivité et une quarantaine, effectivement, une quarantaine de personnes sur 100 000 habitants pour le taux d'incidence. Donc nos valeurs sont bonnes. Donc a priori, le couvre-feu sera levé à partir de ce dimanche. Donc fini les restrictions à ce niveau-là dès le 15. Le 15 qui sera en même temps, comme je vous le disais, l'ouverture des hostilités sociales. Reposez-vous bien pendant ce week-end. Ça risque de swinguer, de bouger pas mal en début de semaine prochaine. On se retrouve sur le terrain. Bisous, bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, Sport 10, l'actualité sportive de Guadeloupe avec Séverine Méridan. Au vu des invités qu'elle reçoit, je pense qu'elle va parler un petit peu de boxe, puisque j'ai aperçu Mathieu Balagne, qui est un spécialiste de la discipline. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir. Alors, bonsoir à Dominique Landry, bonsoir à Odile Zingilet, bonsoir à Isabelle Leguerne, bonsoir à Fleur des Îles, bonsoir à Maggie Delaney, bonsoir à Lydie Ratier, bonsoir à Nadir Jamela, bonsoir à Patricia Chazonnet-Rivaudet, bisous Patricia, j'espère que tu vas bien, bonsoir à Agnès de Buffrénil, bonsoir à Lia Red, bonsoir à Jimmy Kamagouva Aliar, je te salue Jimmy, bonsoir à Stelou, bonsoir à Tinatan Joe, bonsoir à Foxy Sam Dougem, bonsoir à Annick Rutil, bonsoir à Justin Antoine, bonsoir à Gilou Pali, bonsoir au général Franck Abar, bonsoir à Marie-André Cavaillon, bonsoir à Josie Turpe, bonsoir à qui d'autre, à JLD Zouti, le Zouti bien filé, bonsoir à Abena Amani, bonsoir à Marie-Michel Green Mistoko, bonsoir à Moïse Aubin Caramel, bonsoir également à qui d'autre, bonsoir à Kitoun Cyprinien, à Alain Haine, bonsoir à Justin Antoine, et on va finir avec Fleur Desroses et Sandrine Brun-Sauret, ainsi que Lucien Lebrère. Bonsoir à tous, merci à vous tous qui nous suivez sur le Facebook de Canal 10, mais aussi sur l'antenne Canal 10 Télévision. Passez un bon week-end, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Vous avez entendu qu'il y a début de 5e vague, ce début de 5e vague en France hexagonale. Bon, une vague de cas, pas de décès ou de malades pour le moment, mais en tout cas, ils annoncent déjà leur 5e vague de cas. Donc, restez prudents, qu'on fasse mentir les chiffres et les statistiques. Bisous tout le monde.